Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nous sommes très contents aujourd'hui de vous retrouver comme d'habitude toutes les 2 semaines le lundi à 13h. N'hésitez pas à vous abonner, tout est dans la description. Donc la chaîne du podcast, le petit pouce bleu, si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify, les 5 étoiles comme d'habitude. On lit aussi vos commentaires, si vous avez des avis, eh bien écrivez-le. On va tout de suite le lire et y répondre. Ça nous permet d'améliorer comme d'habitude notre podcast. L'Instagram de l'invité est dans la description aussi, donc allez-y, allez vous abonner, faites-le tout de suite, comme ça après vous êtes tranquille. Et on est prêt pour débuter ce nouvel épisode. Bonjour à tous d'abord. Hello. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Bien sûr. En quelques phrases. Alors, je m'appelle Maude, déjà, j'ai 44 ans. Alors, j'aimerais me présenter pas tout à fait par ce que je fais, mais plutôt par ce que je suis. Parce qu'il me semble que c'est ce dont le monde manque cruellement, c'est d'être au lieu de faire. Et puis je pense que l'être conditionne ce que nous faisons. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Alors je dirais que moi, je suis une femme, tout d'abord, qui vit et qui a toujours vécu à partir de son cœur et qui a toujours été très connectée à ses émotions, avec un mental foisonnant, avec des idées à 1000 à l'heure, avec une envie de croquer la vie à pleines dents, d'avoir des projets, d'avoir des idées tout le temps, d'avancer sans cesse, de croître et d'évoluer et de grandir. Ça, ce serait ma description de ce que je suis réellement. Après, évidemment, j'ai quand même fait des choses dans ma vie. Ça a été nécessaire. À la base, je suis infirmière depuis 2002. J'ai exercé mon métier d'infirmière pendant 21 ans. Et il y a un an, j'ai arrêté mes activités d'infirmière indépendante puisque j'étais dans les soins à domicile. Et je me suis lancée dans l'accompagnement, le coaching et la thérapie. En ligne dans un premier temps, mais aussi je reçois dans mon cabinet également. Super. Et tu coaches quel type de personnes du coup? Des entrepreneurs, des Ouais. sportifs, des étudiants? Toutes sortes de personnes. J'ai tout de même une préférence par rapport à l'âge. Pas que je n'aime pas les enfants ou les adolescents, mais vraiment à partir d'un certain âge adulte, d'une certaine maturité. Et plus particulièrement, je me suis spécialisée dans les neuroatypies. Donc les neuroatypies, je vais quand même résumer ce que c'est pour que les personnes sachent ce dont on parle. Les neuroatypies rassemblent plusieurs éléments de type le haut potentiel intellectuel, le haut potentiel sensible, ce qu'on appelle plus couramment les hypersensibles, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, les troubles 10 et le trouble du spectre autistique. C'est ce que rassemblent les neuroatypiques. Forcément, si j'accompagne les neuroatypiques, c'est parce que moi-même je suis neuroatypique et parce que ça a été tout un cheminement justement dans mon existence de comprendre un peu mon fonctionnement, pas qu'un peu d'ailleurs, comprendre profondément mon fonctionnement pour pouvoir interagir avec lui parce que je me sentais souvent en décalage avec la majorité des personnes. Et du coup, tu es quoi, hypersensible ou Oui, HP? je suis HP, HP? hypersensible, j'ai aussi un TDAH. Ok. Donc voilà, il va falloir me suivre par moment parce que j'ai souvent plein d'idées et des fois je pars un peu dans tous les sens. Ah, pas de souci parce que c'est aussi mon cas. Donc voilà, ensemble ça devrait aller. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, il y a une grosse partie qui domine l'autre, j'ai l'impression, c'est le TDAH. C'est les troubles de l'attention. Donc il faut apprendre à essayer de vivre avec et de l'utiliser correctement. Moi, au début, c'est quand même dur, hein. Surtout quand on est ado. C'est pas facile parce qu'on se sent un petit peu différent des autres et tout. Oui. Et après, une fois qu'on comprend que ça peut devenir une force, c'est là que tout peut changer.
Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ce que je pense aussi, c'est que quand on a plusieurs particularités, c'est pas ce que je pense, c'est les études qui ont démontré aussi que quand on a plusieurs neuroatypies, parfois certaines neuroatypies comme le haut potentiel intellectuel peut couvrir un peu euh, en dessous le TDAH. Parce qu'il ne faut pas oublier que le TDAH et le trouble du spectre autistique, ce sont bel et bien des troubles. Donc, ça veut dire qu'il y a un trouble neurodéveloppemental. Dans le haut potentiel intellectuel et dans la haute sensibilité, ce n'est pas un trouble, c'est une particularité du fonctionnement cérébral, du fonctionnement émotionnel. Donc, ce sont des particularités de certaines zones de notre cerveau. Ce qui il y a dans le trouble de l'attention, c'est qu'il y a un trouble déficitaire de la production de dopamine. Donc là, effectivement, il y a des petits soucis, effectivement, et d'attention, peut-être d'organisation, de motivation, d'hyperactivité. Et donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte dans le TDAH. Là, c'est autre chose. Et effectivement, apprendre à savoir comment on interagit avec son TDAH, ça permet justement de l'utiliser comme un atout, comme tu dis, un atout sans doute créatif, j'ai envie de dire, parce que souvent, nous sommes des personnes extrêmement créatives, peut-être rêveuses par moments, mais en tout cas très créatives, donc, et très créatrices, en tout cas, si on s'en donne les moyens. Et si on utilise les bons outils et les bons leviers pour justement utiliser ça comme un tremplin, plutôt que comme un mur, un obstacle vers lequel on se bute. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais je suis, j'insistais sur le fait je vais dire ce que je suis vraiment. Et j'insiste là-dessus parce que quand on dit je suis TDAH, on n'est pas que TDAH, on n'est pas le TDAH. On est tout un tas de facettes différentes, on a juste cette particularité. C'est juste ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler avec cette particularité ? Ouais, ça, c'est justement la question. Une des questions que je voulais te poser, c'est comment arriver à gérer cela et en même temps l'entrepreneuriat, par exemple. Comment arriver à combiner les deux? Alors, rien n'est incompatible, au contraire. Moi, je pense que la première chose, c'est la connaissance de soi. Parce que, tu vois, toi, tu as une particularité, moi j'en ai une, toi tu en as une autre. Nous en avons tous, mais nous allons tous les vivre différemment. Elles vont toutes se colorer différemment d'une personne à une autre. Le tout étant de savoir comment est-ce qu'elles se colorent chez nous. Quel panel de couleurs est-ce que ça va fabriquer chez nous. Ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir vraiment traquer la manière dont on fonctionne. Ça va passer par le sens de l'auto-observation. Et aussi par certaines connaissances aussi. On ne va pas s'en cacher, ça ne va pas nous tomber du ciel. Il va falloir aller chercher de l'information quelque part. Donc, se faire accompagner, ça a pour but justement ça. C'est vraiment d'apprendre à connaître comment est-ce que moi, je fonctionne dans ma vie. Quels sont les freins que ça produit dans mon existence, mais aussi quels sont tous mes atouts à côté. Alors, par rapport aux freins, moi j'utilise par exemple un outil qui est vraiment super intéressant et très facile à faire fonctionner, c'est un tableau qui est un tableau de tracking, donc vraiment pour traquer ses journées par exemple, notamment dans le TDAH. Si, admettons, ton plus gros souci, c'est d'avoir une mauvaise notion du temps. Je veux parler de moi parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué chez moi. Et vraiment aucune notion du temps. Heureusement, j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui a beaucoup d'observations et donc qui, par exemple, me dit « Hey Maud, reviens parce que là, tu pars... » Pour la petite anecdote, je vous explique. Nous étions à Marseille, on était invités à un mariage et je devais aller chercher un cadeau. Alors moi, quand j'ai plein de trucs comme ça dans la tête, je pense à plein de trucs, mais alors j'adore regarder tout. Je m'émerveille de tout, je découvre tout. Je n'ai jamais été dans cette ville, donc c'était merveilleux. Il y avait plein de choses à regarder et tout. J'ai une grande passion pour la photographie et donc je photographie tout, ce que je vois, en tout cas tout ce qui vient toucher ou exciter mon centre émotionnel et qui va venir me dynamiser. Et heureusement qu'il était là pour me rappeler, reviens, non,
arrête de faire des photos parce que sinon on n'aura pas le temps d'aller chercher le cadeau et puis en fin de compte on va se retrouver en retard au mariage. Donc ça c'est aussi un outil intéressant, c'est d'avoir des personnes à côté de nous qui connaissent notre fonctionnement, qui sont un peu comme des tuteurs pour nous et qui nous aident à revenir au centre. Donc ça c'est une première chose. Mais en tout cas ce que je veux dire, par exemple pour le temps, voilà en quoi je me disperse toujours, par rapport au temps, traquer ces journées, c'est intéressant parce que ça va nous permettre justement de savoir exactement quel temps est-ce que l'on consacre à se lever. Alors ça peut paraître ridicule, mais par exemple dans le TDAH, moi j'avais un gros souci, c'est d'être à l'heure. À mes rendez-vous notamment. Et donc, pas forcément dans le boulot, parce que quand il y a un cadre, ça va. Mais quand on est entrepreneur et qu'on doit se gérer soi-même, c'est là que ça devient différent. C'est là où tout a été différent de mon métier d'indépendante en tant qu'infirmière, parce que le cadre, c'était mes patients, les soins à fournir qui me cadrent dans la journée. Et quand on est entrepreneur, ben, on se lève, on fait ses petites affaires et tout, et puis on a un rendez-vous. Mais avant le rendez-vous et le moment où on se lève, voilà quoi, c'est... Donc, en fait, ça m'a été utile de... Moi, je me suis fait coacher aussi, il faut le savoir, de traquer mes journées et de me dire, bah tiens, je mets autant de temps pour me réveiller et me lever. Ça, c'est déjà une première chose. Qu'est-ce que je fais en me levant? Je bois un verre d'eau, je traque mes journées, je me dis combien de temps je mets pour ça, pour me laver les dents, etc. Pour la petite anecdote, bah par exemple, moi je pensais que j'étais comme tout le monde, que je me lavais les dents et que je mettais 3 minutes 50 pour me laver les dents. Il faut savoir que je me lave les dents pendant 7 minutes. Parce que je n'ai pas du tout de notion du temps. Ça veut dire que comment est-ce que je pouvais faire pour être à l'heure quelque part en pensant que je mets 5 minutes pour faire quelque chose alors qu'il m'en faut 15. Et donc, noter ce genre de petites choses, ça a été déjà un début aussi à m'ôter une pression intérieure, parce que moi-même, je me stressais, j'avais une forme d'angoisse, d'anxiété constante, de stress constant, de me dire comment est-ce que je vais faire pour mettre tout dans ma journée. Ou pour comprendre aussi comment ça se fait que quand j'ai un rendez-vous à 14h chez le médecin, et que je n'ai rien entre 9h et 14h, je suis totalement perdue entre 9h et 14h et un peu dans le figement comme ça. À attendre et de me dire, il faut pas que j'oublie mon rendez-vous. Ça, c'est une première chose. Pas que j'oublie d'y aller. Ça, c'est autre chose. Et puis, dire, comment je vais remplir ce temps-là? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Et donc, voilà, c'est un simple outil qui paraît complètement bête, mais si on n'y pense pas, eh bien, on en subit les conséquences dans sa vie de tous les jours, quoi. Donc, ce sont des choses comme celle-là qui permettent de concilier la vie d'entrepreneur et sa façon tout à fait particulière de fonctionner. Ou, par exemple, comme l'hyperfocalisation. Commencer à faire un travail et plus savoir m'arrêter, oublier d'aller... ne fût-ce qu'aller aux toilettes, oublier de boire, oublier de manger, et donc fonctionner avec des focus, avec des timings de travail, de 40 minutes, bouger un peu entre ces focus-là, aller boire un verre d'eau, aller aux toilettes, penser à ça parce que sinon j'étais capable de travailler des heures et arriver à la fin de la journée totalement... en tension complète, avec une grosse boule là dans le ventre et pas savoir se relâcher parce qu'en fait, je suis jamais revenue dans mon corps, je suis vraiment restée coincée dans, dans ma super concentration parce qu'en fait, c'est ça aussi le TDAH. C'est le côté d'avoir, oui, c'est vrai, des troubles de la concentration, mais quand on est concentré, on est hyper concentré, c'est comme la grenadine, hein, donc, donc voilà. Et... comment t'es venue cette motivation pour te connaître toi-même? Alors, moi, j'ai eu une grande chance. Peut-être que dit comme ça, ce sera vraiment pas ce que vous allez penser au prime abord. Mon existence a fait que... en fait, j'ai commencé à me connaître seulement à l'âge de 22 ans. J'ai vécu au sein d'une religion à tendance sectaire. Où penser, réfléchir, se connaître n'est vraiment pas une priorité. La seule chose qu'il faut faire, c'est suivre des
des règles, des préceptes, un cadre qui n'est plus un cadre, mais une toute petite case dans laquelle on te rentre, de gré ou de force, de toute manière. Je suis née là-dedans, et j'en suis sortie à l'âge de 22 ans. J'ai fait le choix de ne pas continuer, là-dedans. Et donc, moi, je suis sortie à l'âge de 22 ans. Je savais comment je m'appelais. Je savais quel âge j'avais. Mais en fait, qui est-ce que j'étais? Je ne le savais pas. Pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Le monde extérieur était considéré comme une menace. Donc, ça veut dire qu'en fait... le monde, comment est-ce que j'allais l'appréhender? D'ailleurs, là où j'habitais, là où j'étais, on appelait ça les gens du monde. Et les gens du monde, c'est dangereux, les gens du monde. Les gens du monde, c'est la perversion, c'est le péché, c'est tout ça, quoi. Donc, du coup, j'ai appris à me connaître à ce moment-là. Alors, ça a été un travail de longue haleine, vous imaginez. Et puis, j'ai eu la chance de faire une rencontre merveilleuse. J'ai rencontré mon compagnon à l'époque, qui est devenu mon mari, et qui en fait, a été mon compagnon de vie, en fait, qui m'a montré comment, qui je suis, avec un espèce de miroir aussi, parce qu'on n'a pas vraiment la notion de... moi, j'ai vraiment été élevée dans... te regarde pas trop, quoi. Hein, c'est bon. Même si je me regardais dans le miroir, on me disait ça va, Narcisse. 3 secondes dans le miroir, j'étais déjà Narcisse, quoi. Donc voilà, du coup, avec cet effet miroir de mon compagnon, j'ai appris à me connaître. La vie évoluant, j'ai appris aussi beaucoup à me connaître dans mes relations avec les autres, vu que mon métier a fait que j'ai toujours été en relation avec des êtres humains. Donc forcément, ça nous apprend à nous connaître. Et puis, moi, je me rendais compte que j'étais hyper impliquée, j'étais hyper tout. J'étais un volcan tout le temps. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai essayé d'appréhender tout ça. Et aussi à le comprendre, à me dire, ou quand on me dit, ouais, mais t'es trop, ou t'es pas assez ci, ou t'es trop ça. Je comprenais pas, tu sais, vous savez, ce curseur-là. Comment est-ce qu'on dit trop ou pas assez, en fait? Sur quelle ligne, en fait, je dois me retrouver? Vous voyez, c'était ça, en fait. J'avais toujours la sensation de devoir revenir à une norme parce que ça a été mon conditionnement. Revenir à ce que n'est pas toi. Donc, en fait, j'ai dû me dire, être moi, en fait, c'est pas si mal que ça. Peu importe que je sois trop ou pas assez, je peux être juste moi. Et puis, la vie avançant, j'ai eu des enfants. Et ma première petite fille, c'était une petite fille cool, vraiment super intelligente, mais super cool. Et puis j'ai eu un petit garçon. Et là, il est venu révolutionner toutes mes certitudes sur la vie. Toutes mes certitudes de parents. Et mon petit garçon, il était tout à fait particulier, ultra éveillé, ultra intelligent. Et puis on me disait tout le temps, ton fils il est tout à fait particulier, etc. Ah bon, moi, nos enfants ils nous ressemblent en fin de compte, hein, donc voilà. Je dis ok, pas de souci. Et puis un jour son entraîneur de foot me dit, écoute, je fais un colloque, un séminaire sur les enfants HP. Et Noé c'est le prénom de mon fils, il coche toutes les cases. Parce qu'en fait, au foot, il établissait des stratégies, mais il avait 3 ans, hein, et il établissait des stratégies d'équipe, et il disait à ses copains, il faudrait que tu te mettes là, il faudrait que tu fasses ça, des tactiques, etc. Et son entraîneur, il me disait, mais le petit, là, il a un sens il a un sens particulier, et les autres enfants, ils le regardaient comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Et donc, il était aussi très, très fort au niveau moteur, très agile. Et il avait un cheveu sur la langue, mais il parlait extrêmement bien. Il avait un vocabulaire hyper développé. Et donc, c'est là que on m'a
mener, à le faire accompagner et il a été testé en fait. On l'a testé et on lui a fait un test de QI, donc ça c'est un test de performance et on a vu qu'effectivement il avait un très haut potentiel intellectuel. Et donc en fait c'est tout ça qui m'a amené à cette connaissance de moi. C'est aussi tous les événements de la vie, toutes les circonstances et souvent les plus anodines de l'existence. Ça n'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est souvent des petites choses de la vie, des épreuves, des rencontres avec d'autres personnes, où on se rend compte par moments où ça colle tout de suite avec des personnes, où on se sent en connexion, en accord, et puis avec d'autres, on s'ennuie, on trouve pas sa place, on sait pas quoi dire, quoi faire, quoi partager, ça n'a pas assez d'intensité, pas assez de saveur. Et c'est pas un jugement, hein, ce que je dis, hein, il y a vraiment rien avec ça, et je peux aussi avoir des conversations sans saveur, hein, il n'y a pas de problème, mais je peux pas me repaître de ça dans la vie, quoi. Je ne peux pas vivre de ça, sinon je déprime. Donc du coup c'est tout ça qui m'a mené sur le chemin de la connaissance de soi, et je pense que j'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais, ce sera un chemin constant, parce que les circonstances changeront, les expériences professionnelles, sociales, privées, familiales évolueront. Et donc, sans cesse, on apprend à apprivoiser nos émotions, on apprend à apprivoiser nos réactions, et on apprend à se sentir de mieux en mieux avec soi. Donc voilà, en fonction des étapes de notre vie. Et du coup, comment tu fais pour éviter de t'ennuyer? Parce que personnellement, je m'ennuie vite. Ouais. Et ça, c'est un problème. Ouais. Ah, c'est un problème. Ça fait que j'ai du mal du coup de rester longtemps concentré sur une tâche quand j'apprécie pas plus que ça. Donc, est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Alors, on peut pas toujours faire que des choses passionnantes. Ça, c'est quelque chose que l'on apprend peut-être avec le temps et avec lesquels on a plus de mal peut-être dans notre jeune âge. Mais à côté de ça, moi, ce qui me profondément vient m'impliquer dans une tâche, c'est d'y donner du sens. J'ai besoin de donner du sens aux choses. Donner du sens et une direction à ce que je fais. Donc j'établis des plans. Je fais des mind mapping. Je vais chercher le pourquoi je fais quelque chose. Après, je vais le chercher et je vais le faire corréler aussi avec ce qui est important à l'intérieur de moi. Quelque chose que ça vient faire vibrer. Ça peut paraître complètement débile, mais ça, c'est vraiment des explications que je donne à mes enfants, parce que vous imaginez que si je suis comme ça, mes 3 enfants sont aussi un peu atypiques. Et donc, ils me demandent très souvent du sens dans tout, et pourquoi il faut faire ça, etc. etc. Ça peut paraître bête, mais des choses qui vont pas me motiver plus que ça, quoi. Je sais pas, leur passage, j'aime pas du tout leur passage, et pourtant il y a vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est de voir mes enfants pas tout chiffonner, moi aussi, me sentir nette, être propre. Qu'est-ce que ça vient chercher comme valeur chez moi? Je sais pas, c'est pas... je cherche le mot. Je vais chercher en tout cas la valeur que ça touche chez moi. Le travail sur nos valeurs, je pense que c'est essentiel. Après, évidemment, que des tâches rébarbatives, ce qui m'aide à faire, par exemple, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. Quand ce sont vraiment des tâches, par exemple, tout ce qui est comptable, administratif, etc. J'ai aussi des troubles 10 et je suis dyscalculique. Donc vous imaginez comment c'est compliqué pour moi de faire tout ce qui est chiffres, comptabilité, etc. C'est pas moi qui fais tout, hein, mais je trie mes papiers, mais j'ai toujours une sensation, enfin j'ai eu pendant longtemps cette sensation d'angoisse quand je devais faire ce truc, et de procrastiner, de reporter toujours au lendemain, parce que déjà ça allait me prendre du temps.
Ça allait me prendre. J'avais l'impression que pendant que je faisais ça, je faisais pas des choses que j'aimais. Donc, du coup, ça me faisait travailler de l'intérieur. Je terminais mon administratif avec quasiment un ulcère à l'estomac, tellement ça m'énervait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, je me fixe un moment du mois bien précis auquel je ne déroge pas. Ça, c'est déjà une première chose. J'y passe donc forcément moins de temps. Alors ça a l'air peut-être bête, mais ce sont deux bonnes astuces. Mes fards de rangement, elles me plaisent, elles sont colorées, elles sont étiquetées comme j'ai envie de les étiqueter, elles sont triées convenablement parce que c'est déjà un peu le bordel dans ma tête, donc si je règle pas et je trie pas convenablement mes papiers, ça peut vite être aussi le bordel dans mes papiers. Euh, donc du coup, et quand je dois faire quelque chose, c'est que ça va être un peu plus long, genre au mois de mai, quand on doit faire toutes nos déclarations, etc. Euh, ben là, je vais faire par focus. Je vais me dire, ah ben, je vais me concentrer pendant X temps là-dessus, et puis après, je vais me récompenser. Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Donc, je vais travailler 1h10, 1h20 parce que je me sens OK. Il y aura des jours où ce sera plutôt 40-45 minutes de focus. Et à la suite de ça, je vais me récompenser. Une récompense saine, on est quand même toujours bien d'accord, hein. Ça veut dire que je vais aller promener mon chien pendant un quart d'heure, ça va me faire marcher, ça va me faire du bien. Je vais m'asseoir, j'adore lire, je vais m'asseoir, je vais prendre ma petite tasse de thé dans mon petit fauteuil, dans mon petit coin, dans un petit espace que je me suis créé, qui me fait du bien, qui me réconforte, et je vais m'installer là, et je vais mettre une minuterie aussi, et je vais pendant 15 minutes m'accorder une pause. Et puis je vais reprendre encore X temps. Ma coach en TDAH, elle nous a aussi appris à travailler ensemble, en communauté. Donc, par exemple, elle nous faisait des points de focus comme ça avec Twitch, où on travaillait tous ensemble pendant... elle mettait une belle petite minuterie là, qui tournait avec un petit poussin, un petit chat, enfin tout ce que vous aimez bien, un coucher de soleil. En fait, vous mettez ce que vous voulez dans ces chronomètres là. Il y en a plein sur YouTube aussi d'ailleurs. Et, euh, et on travaillait ensemble. On était à plusieurs à travailler. Et puis on s'arrêtait 10 minutes. Alors ça a été, t'as bien avancé, qu'est-ce que t'as fait, où t'en es? On faisait 2-3 minutes où on se disait où on en était. On bougeait un peu, on recommençait. Ça, ce sont des petites astuces super efficaces pour éviter l'ennui, pour éviter de laisser tomber des choses que l'on doit absolument faire. Après, pour étudier, c'est clair que je me mets à votre place. Il y a des cours où c'est moins passionnant, où on ne sait pas forcément donner du sens et de la direction à tout. Mais par exemple, vous pouvez quand même chercher des applications dans votre quotidien, des petites choses comme ça, ou comment vous pourriez le réutiliser dans l'une ou l'autre de vos activités, c'est pas plus mal. Ça peut être... moi, j'ai quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est le vocabulaire. Ça a l'air bête, mais j'aime beaucoup les mots. Et des fois, dans les trucs rébarbatifs, je me dis, je vais retenir au moins un mot de vocabulaire que je vais pouvoir replacer dans une phrase où je me sentirais bien de l'avoir dit, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Des petits trucs comme ça. Ça doit pas être... on pense toujours qu'il faut chercher midi à 14h, mais en fait, ça doit être des choses simples. Allez chercher ce qui vous passionne, ce qui vous appelle, ce qui vient à l'intérieur de vous dire, avec ça, je me sentirais un peu plus fière. Avec ça, je me sentirais un peu plus, avec un petit truc en plus dans mon bagage. Et donc, voilà. Et puis, si c'est peut-être que juste faire, parce que je sais bien que chez les neuroatypiques, c'est assez présent, faire plaisir au prof que vous avez, si vous l'appréciez, faites-le pour ça aussi. Des fois, ça peut être une bonne motivation aussi. Autant que vous pouvez avoir un prof sympa avec qui vous accrochez. Ça dépend. C'est ça. Je vous en laisse seul juge. C'est pas toujours le cas, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, voilà. Yes. Mais tu as relevé un point qui est, je pense, important. Avant de coacher et coacher les gens, est-ce que tu penses qu'il est vraiment important de toi-même te faire coacher par quelqu'un pour mieux te connaître, pour après, du
du coup coacher d'autres personnes. Totalement. C'est une base et j'ai envie de vous dire que ce sera toujours une base de soins pour moi, de me faire soigner moi-même. Soigner, vous entendez bien ce que je veux dire. Mais soigner son âme, c'est se soigner quand même. Aller libérer ce qu'on a à libérer, c'est se soigner. Nous sommes des êtres multidimensionnels, en fin de compte. On n'est pas qu'un corps physique. Clairement, moi en tout cas c'est ce que j'ai compris de ma carrière d'infirmière, c'est que soigner qu'un corps, ce n'est que soigner qu'une partie d'une personne. Vous savez, c'est comme quand on est malade, par exemple tu as une maladie mais tu as un symptôme et tu tousses, mais je vais te donner un médicament que pour la toux. Mais si on ne va pas traiter l'origine du problème, ta toux elle pourra continuer ad vitam aeternam. Tant qu'on n'aura pas traité la cause du problème, eh bien, on aura toujours des symptômes qui vont venir se déposer constamment dans notre existence. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie, c'est un continuum, quoi. Donc ça veut dire que les circonstances, la vie va changer, on va pas s'en cacher, on vit des trucs cool comme on vit des trucs moins cool, on vit des expériences confortables comme on en vit des inconfortables. Il y en a qui vont nous laisser des traces bien plus profondes qu'on ne le pense, et donc ça va nous demander vraiment d'avoir ce ressenti sur soi et cette justesse, parce que quand on travaille avec l'autre, avec les autres, il y a une chose qui est essentielle. On ne peut pas faire de projection sur l'autre. Quand on travaille dans le soin, on ne peut pas projeter ce qu'il y a à l'intérieur de nous en l'autre. On se doit d'avoir une assez grande ouverture pour entendre l'autre, accueillir l'autre, sans que pour autant ça vienne rebondir à l'intérieur de nous et venir, pour finir, peut-être nous mettre en colère et avoir pas la réaction ad hoc que l'on doit avoir envers son client ou sa cliente ou son bénéficiaire ou son accompagné, peu importe. Quelle que soit la nature de l'accompagnement que l'on a, on se doit de soi-même se faire accompagner, si c'est nécessaire, d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un coach, ce sera tout le temps comme ça, on en a toujours besoin, toujours. Et il faut avoir l'humilité de se dire, là maintenant, non, il faut que, là il y a un truc qui vient chercher quelque chose chez moi, j'ai besoin de me faire accompagner, parce que en soi, quand on cherche en soi, c'est un peu des fois comme quand on tourne autour d'un rond-point. Hein. Alors on peut tourner très longtemps, hein, mais on ne va jamais changer de direction. Hein. À un moment donné, il va falloir prendre une sortie. Donc parfois, il faut que quelqu'un nous prenne la main, et c'est un peu le rôle de ce que je fais, prendre la main et dire, là je pense que c'est la bonne... Enfin, ça te dit, on essaie par là, ah non c'est pas par là, ok. Tu veux aller par là? Ok, on va aller par là. Mais on arrête de tourner en rond, quoi. Donc, c'est essentiel pour un coach, pour un thérapeute, n'importe qui fait de la relation d'aide, de se faire aider lui-même. Parce qu'il y aura toujours quelque chose pour lequel on doit se faire aider. C'est sûr, de toute façon, même les plus grands, que ce soit coach, entrepreneurs, se font coacher eux-mêmes. Donc, tout à fait. Je pense qu'à tous les niveaux, on peut se faire coacher. Ouais, surtout aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Avec les psys, chaque personne va voir un psy pour tout le temps avoir de l'aide. Et c'est important même de parler à quelqu'un, raconter des problèmes, puisque les problèmes après, quand ils s'accumulent, ils sont ancrés en nous. Et des fois, ça va être plus difficile de faire sortir ces problèmes que si on avait directement parlé à quelqu'un. Ouais, totalement. C'est l'effet cocotte minute, hein. C'est ça. C'est ça, c'est le truc, c'est que on vit, comme tu dis, il y a des mentalités qui sont bien plus avancées que les nôtres. Ici, on associe le fait de se faire accompagner, d'aller voir un psy. Malheureusement, j'entends encore trop souvent, mais moi je suis pas folle, hein. Ouais, moi je suis pas fou, hein. J'ai pas besoin de ça. Hein. Enfin, c'est quand même une remarque qu'on a dit à ma fille, notamment il y a peu, quoi. Jeune fille, 18 ans, hein. Donc c'est quand même une toute nouvelle génération. Et ma fille, elle m'avait fait une remarque intéressante. Qui est le plus fou? Celui qui est fou et qui ne s'en rend pas compte, ou celui qui est fou et qui sait qu'il est fou? Ouais, totalement. C'est exactement ça, en fin de compte, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir des certitudes dans la vie.
Parce que je pars du principe que sans humilité, il y a zéro apprentissage dans l'existence. Si on n'a pas l'humilité de se dire, là, il y a quelque chose, le bas blesse là chez moi. On fait de la merde pour soi, on fait de la merde pour les autres, mais quand on fait ça, c'est toute une société qu'on entraîne. Et pour ça, les Canadiens, j'ai l'opportunité vraiment de coacher des personnes un peu dans le monde. Ça, c'est vraiment un truc extraordinaire. Des Canadiens, des Suisses, enfin, soit un peu partout. C'est vraiment trop chouette. Les Canadiens sont super avancés. Après, moi, je ne parle pas l'anglais, donc sûrement qu'aux États-Unis, c'est encore autre chose, mais je veux dire, ils sont super avancés en matière de c'est quelque chose d'aussi naturel que aller te faire masser. Maintenant, ça commence à devenir... C'est ok de te faire du bien, d'aller au spa, de te faire masser et tout. Il y a 20 ans en arrière, on aurait dit ça, on t'aurait dit ben, tu t'aimes bien, toi, hein, et quoi, t'as que ça à faire, qu'est-ce que tu crois, la vie, c'est pas ça. Et donc, comme quoi, la vie, c'est une évolution constante. Hein, et ça commence à devenir ok. Ben, ça devrait... L'hygiène mentale, l'hygiène de notre cerveau, ben, c'est comme les poubelles, on les sort. Mais si on ne sort pas les poubelles de notre tête, ben, vous imaginez le tas de détritus qu'il y a là-dedans. C'est une déchetterie, hein, comme on dit, c'est l'effet cocotte minute. Hein. On met jusqu'au temps où le couvercle explose et on voit dans notre société fleurir de manière exponentielle des épuisements, des burn-out, des dépressions, des troubles anxieux dépressifs. C'est le fruit de tout cela, de toute cette accumulation, que l'on n'a pas pris la peine ou la joie de regarder et d'accompagner, de se dire c'est ok, c'est ok que j'ai un peu plus de mal là. Mais je sais qu'en me faisant accompagner ou en allant en parler, ça va aller. Ouais, c'est sûr. Et je repartirai sur mes deux jambes et pas que sur une. Mais je comprends pas comment en 2024 on peut encore croire que les psys c'est pour les fous. Enfin, je comprends pas. Ce sont des mentalités. C'est parfois... ce sont des a priori. C'est ça. Ce sont des préjugés. On va pas... Et c'est une chose, hein, l'origine des préjugés. C'est la peur. C'est la peur. Pourquoi est-ce que il y a des gens qui sont xénophobes, transphobes, enfin je sais plus comment on dit, en tout cas tout ce qui a peur de la différence en fait. C'est juste de la peur. C'est ça en fin de compte. Hein. C'est juste se dire ça fait un peu peur d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et si je découvrais quelque chose que j'ai pas envie. Et si, à l'inverse, on changeait la mentalité et on se dit, et si je découvrais un trésor, en fin de compte. Ouais, mais bon, ça, malheureusement, les gens ne le voient pas comme ça. Enfin, les gens... C'est peut-être aussi le regard des autres. Ouais, c'est ça. Ils ont peur, Il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça. Comme vous dites, c'est vraiment quelque chose que l'on doit sans cesse travailler. Et dans l'entrepreneuriat, par exemple, ça, ce sont des gros freins. Hein. La peur de l'échec. Mais c'est ça, on a peur d'échouer même envers soi-même, c'est ça déjà la plus grosse peur. On veut pas se voir échouer. Mais alors quand on veut être entrepreneur, ben, une des plus grosses peurs à aller lever, c'est la peur d'échouer. C'est qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Et quel est le rapport que j'ai avec l'échec? Qu'est-ce que c'est que l'échec? Est-ce que l'échec existe en fin de compte? Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est pas une forme de réussite en fait, c'est ça. Ouais, exact. Mais moi, je pense qu'une petite différence que j'ai avec beaucoup de gens de mon âge, c'est que je m'en fous. Si j'ai des projets ou quoi, je les lance. Si ça marche pas, je m'en fous parce que je préfère échouer dans un projet que ne pas avoir essayé, quoi. Et de me dire... regretter, ouais, c'est ça. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas. Et je pense que c'est une force de pouvoir lancer plein de trucs sans crainte ou... Enfin, sans crainte, oui, des fois j'ai des craintes d'échouer certains projets ou quoi, mais je les lance quand même et on verra quoi. Parce que totalement. Regretter, c'est encore pire. Hein. Regretter, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer parce que
Peut-être que c'est aussi mon métier que j'ai eu l'occasion de pratiquer pendant tant d'années. J'ai accompagné beaucoup de personnes en soins palliatifs. Donc ça, c'est vraiment la toute dernière étape de la vie, malheureusement. Et il n'y a pas pire chose que d'accompagner des personnes qui sont remplies de regrets dans leur vie. Regretter, mais le regret, c'est j'ai pas tenté, j'étais capable de le faire et je ne l'ai pas fait. J'aimais quelqu'un et je ne lui ai jamais dit. J'ai pas pardonné à mon fils ou ma fille, je ne l'ai plus jamais vu pendant 40 ans. J'ai pas fait d'études et j'aurais pu faire des études. Je me suis pas donné l'occasion, je sais pas, de rencontrer quelqu'un, tout simplement. J'ai eu peur, je sais pas, hein, moi j'ai eu des gens, on avait eu une belle carrière, on n'a pas eu d'enfants, c'est mon plus grand regret. Alors, on n'est plus dans la même notion parce que je sais que maintenant, et je l'espère et je le souhaite de tout mon cœur, vous avez une conscience plus aiguisée par rapport à certains choix. Je veux pas d'enfant, voilà, ça peut être tout à fait ok aussi, on est bien d'accord, mais ça peut être aussi un regret parce qu'en fin de compte, on a fait focus sur un truc dans sa vie et on n'a pas regardé la vie comme un champ de possibles, quoi, un champ de possibilités. Et quand on se donne l'opportunité de regarder dans tous les sens, mais les opportunités sont énormes. Et la vie, c'est un champ d'opportunités, mais qui doit faire circuler les choses. Je le dis toujours, il y a 3 éléments. C'est de nous à nous, de nous aux autres, et nous dans le monde, notre place dans le monde, comment on contribue à ce monde. Et peu importe la manière dont on le fait, mais comment est-ce que on vient nourrir de notre unicité, notre singularité, le monde. Et donc, c'est ça qui est important. Et tu as raison que ça, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire chez les neuroatypiques, c'est de se rendre compte qu'en fait, on se donne cette chance. Même si on a peur, il y a une de mes formatrices qui s'appelle Elodie Crépel qui me dit, quand on a peur, c'est parce qu'on veut le faire. La peur, c'est ton meilleur allié. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est beau ça. Ouais, ça, on va le mettre dans le carnet de citation. C'est vrai, ouais. Parce que si t'as pas peur, il n'y a pas d'enjeu. T'as pas envie de faire quelque chose si ça vient animer quelque chose chez toi. C'est peut-être c'est parce qu'on manque de vocabulaire aussi, hein, dans le panel de nos émotions. Parfois on pense que c'est de la peur, mais c'est peut-être de l'excitation, c'est peut-être de la découverte. Enfin, on est dans cette attente urgente de la découverte de quelque chose. Et donc, on confond des fois un peu les choses parce qu'on mélange beaucoup les choses à l'heure actuelle. Et je pense qu'on devrait tellement apprendre ça à l'école, à essayer de détecter vraiment ce qu'on ressent, vraiment la nature de nos sentiments et de nos émotions. Ça nous permettrait tellement de naviguer mieux dans notre vie. Et ça, c'est clair que s'il n'y a pas d'enjeu émotionnel, il n'y a pas de... voilà quoi. Quand on fait... voilà, c'est pas pour nous, on est bien d'accord. Hein. Ouais, mais sûr. Quand on a quand même ce petit truc-là, mais que c'est un bon stress et qu'on sent qu'on va le dépasser parce qu'on va vivre un truc inédit, une nouvelle aventure, on va se lancer dans un nouveau projet, c'est excitant, c'est vraiment chouette, là, on vient allumer le feu à l'intérieur de nous. Ouais, c'est sûr. Des fois, quand j'ai des idées et tout qui me viennent, j'arrive pas à dormir la nuit. Moi, j'y pense. Mais il y a que quand j'ai des idées comme ça, et genre, je pense, je vais souvent coucher vers 23h. Des fois, je peux rester jusqu'à 4-5 heures du mat à penser à une idée, comment je peux la mettre en place, comment je peux lancer ce business et tout. Et après, quand je me réveille, je fais ah merde, j'ai pas su dormir et tout. Enfin, c'est comme ça, on n'arrive pas à sortir ça de la tête. Des fois, c'est ça, c'est vraiment super intéressant parce que c'est souvent à ce moment-là que les idées, elles viennent de manière assez spontanée. Alors, si je peux te donner une petite astuce que je donne souvent, moi j'ai des carnets un peu partout parce que aussi, par exemple, je vais avoir des idées et puis je vais oublier aussi, hein, parce que j'ai quand même des oublis. Et en plus, quand on a un peu le TDAH, bon voilà, on va dire quand même qu'on oublie des trucs. Et alors à chaque fois, on a une idée vraiment pertinente. Alors donc je me mets des petits carnets partout
avec des petits crayons, mais même des petits fins carnets. Hein. Maintenant, des carnets, on en trouve partout, féminins pour tout le monde, masculins, enfin bref. Moi, j'en offre à mes enfants, à chaque fois que je vais à un voyage, j'en ramène. Il y a des carnets, tu en mets un sur ta table de nuit, et quand tu as une idée, tu écris. Et tu écris des mots, et tu écris les trucs, comme ça, tu vas vider ton esprit. Et puis, tu parles un peu à ton mental, et tu lui dis, tu sais quoi, j'ai tout écrit, fais-moi confiance, demain on y reviendra. Et tu vas voir que déjà, c'est un peu comme si tu avais ouvert le couvercle et que tu avais vidé tout ce que tu avais dans ta tête. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas fait sortir ce qui a été construit, nourri dans ton cerveau, ben, ça va tourner en boucle là dans ta tête. Donc, aller décharger ça, c'est pas mal. Évite d'utiliser ton téléphone parce que là c'est pas la bonne idée quand on doit aller se coucher, reprendre le téléphone, la lumière bleue, etc. Ça va revenir restimuler ton cerveau et donc ça va t'empêcher de dormir. Mais un petit carnet, un petit crayon, c'est pas mal. Voilà, tu peux mettre des carnets partout. C'est un carnet d'idées. Un carnet d'idées. C'est vrai. N'oublie pas d'être précis, parce que sinon, des fois, le lendemain, tu vas dire « Oh purée, j'ai écrit ça, mais c'était pourquoi ?» Donc, précise tes mots. Fais-le peut-être même en mind mapping. Hein. Mapping. Qui, quand, avec qui, pourquoi, comment. Tu pars d'une idée centrale, et puis tu fais ça. Ça va te prendre 20 minutes, tu auras tout déchargé, tu regardes ce que tu as fait. Ouais, ça va, c'est bon. Demain, je pourrais en voir davantage, ou même... encore créer d'autres choses. Je prends note de ça. Ouais. Et on fait le petit jeu. Avant de clôturer cet épisode, il y a le petit jeu habituel. Ok. Et puis une petite dernière question qu'on te posera. J'avais encore une petite question. Ah ben, 2 dernières questions. Donc le jeu, tu dois piocher 3 pierres. Et pour chaque pierre, tu auras une question qui est associée. Ok. Donc là, tu peux prendre 3 pierres. Allez. Ah, j'aime. Alors, donc, la pierre blanche. Oui. C'est la chose dont tu es le plus fier. Ma ténacité. La ténacité. Ouais. Et pour quelle raison? Parce que ça m'a permis de nourrir ma détermination. Ça m'a permis de ne pas lâcher certaines choses. Ça m'a permis de créer de nouvelles choses. Ça m'a permis aussi de modifier des choses quand c'était nécessaire. Parce que quand au départ, on a une idée plutôt générale. Vous savez, quand on dit ce que je veux ressentir, je parlais de quelque chose de plutôt émotionnel, mais ce que je veux ressentir, c'est de la sérénité, de la paix, du calme, etc. C'est très vague. Et sauf qu'en fait on essaie un chemin, on essaie l'autre, mais on sait qu'au bout du compte on veut ça. Donc tenir fermement cet objectif là, et ça nous permet déjà de l'affiner, d'aller d'un gros objectif et de venir avec des sous-objectifs justement qui nous permettent justement d'atteindre cet objectif final. Et donc ma ténacité, elle m'a permis de nourrir ma motivation. Et donc de mettre des actions en place et de ne pas abandonner. Ou parfois aussi de comprendre qu'il faut laisser tomber. En tout cas, dans tous les sens, c'est une chose dont je suis fière, oui. La pierre orange. Donc celle-ci, c'est la chose ou la routine qui t'aide le plus. Alors, les routines, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Les routines, surtout dans mon cas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'oublier de boire, etc. C'est vraiment des choses super importantes. Donc, par exemple, ma routine matinale est super importante. Ce que je mets en place dès le matin. Comment est-ce que je me réveille? Quelle première pensée est-ce que je vais mettre sur ma journée? Qu'est-ce que je vais décider pour cette journée? Comment je vais placer mes actions l'une derrière l'autre pour qu'elles soient structurées dans mon esprit et que ça me permette justement de ne pas partir dans la confusion dans ma journée. Je vais descendre, je vais boire mon verre d'eau,
Enfin, je vais me servir mon verre d'eau, je vais aller laver mes dents, je vais boire mon verre d'eau en même temps que je me prépare, je vais faire ma douche, enfin, je vais m'étirer, je vais m'installer, je vais boire ma tisane le matin. Des petites routines comme celle-là, pour moi, c'est vraiment euh, des éléments qui me permettent de partir sur ma journée de manière justement déterminée, motivée et savoir ce dont j'ai besoin sur cette journée-là parce que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Si je sens que aujourd'hui je vais devoir m'apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, eh bien je vais décider d'apporter ça et donc c'est vraiment toutes ces petites routines-là, elles me permettent de clarifier ce que je veux pour ma journée et comment je veux partir pour ma journée. Ouais, pour partir sur de bonnes bases. Ouais. Et la routine que tu t'es créée là justement, forcément c'est une routine qui te fait du bien, etc. Ouais. Est-ce que tu l'as créée toi-même sur le long terme ou alors tu t'es inspiré d'autres routines que d'autres personnes font? Oui, non, je me suis inspirée. Hein. Moi, je trouve que la vie, elle va pas sans les autres, hein, comme je le dis depuis le début. Hein. Être inspirant et être inspiré. On commence par être inspiré pour devenir inspirant, peut-être. Alors, peut-être qu'au départ, on était déjà inspirant, mais on a tous été un jour l'inspiration de quelqu'un, ça, c'est sans aucun doute. En revanche, être inspiré des autres, c'est une base, clairement. J'ai lu beaucoup de choses aussi sur le sujet. Et nous sommes des êtres éminemment ritualistes et donc on a besoin de ça. Il y a des articles, des livres qui ont été écrits sur le sujet. La coach avec qui je travaillais, elle établissait des matins idéaux, etc., des journées idéales, etc. Il faut prendre ce qui nous convient à nous et ce qui correspond à nos besoins spécifiques. On a déjà du mal à s'hydrater, ben commençons par boire notre grand verre d'eau le matin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, se connaître sans ça, se connaître et donc adapter nos rituels à nos besoins. Si ce jour-là, c'est un jour, on se sent pas cool parce que dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a un tas d'événements qui se passent et nous, dans la vie d'une femme, il y a tous nos cycles, etc., qui font que il y a des jours, voilà, c'est pas cool. On va pas s'en cacher. On se dit bon, ben voilà, aujourd'hui, il va falloir adapter mon rituel parce que peut-être que je vais avoir peut-être besoin de plus que 5 minutes avec ma tisane. Voilà. Ou alors aujourd'hui, je vais devoir me lever et je sens que mon corps est un peu raide, ben, je vais faire 2-3 postures de yoga pour m'étirer et j'ai plus besoin de ça aujourd'hui matin. Donc oui, l'inspiration, je la trouve partout où je vais, avec toutes les personnes que je fréquente, avec mes propres enfants, bien sûr, avec ma famille, avec mes amis, avec d'autres mentors qui sont aussi des sources d'inspiration intarissables. Et peut-être qu'après cette question, on en avait déjà un petit peu parlé, mais peut-être que tu pourrais approfondir le sujet. C'est comment gères-tu le regard des autres, du coup? Alors ça a été tout un cheminement. Parce que comme je vous l'ai expliqué par rapport à mon propre vécu, ben, le regard des autres, ça a été quand même quelque chose pour moi. Ça a été un cheminement parce que ben, déjà quand on a peur des autres, peur. J'ai toujours été très ouverte aux autres, mais avec, vous voyez, cette petite voix à l'intérieur là de vous, on vous a répété pendant toute votre vie en vous disant « Attention, les mauvaises influences, c'est pas bon. » Enfin, tu vois, où est-ce qu'ils vont t'emmener, etc., etc., etc. C'est les mécanismes de ce genre de groupement, hein, on va pas s'en cacher, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, se détacher tout simplement du regard des autres, la meilleure façon d'y parvenir, c'est sans aucun doute se regarder avec beaucoup de douceur, de bienveillance, beaucoup d'amour, en apprenant à s'aimer comme on est, avec nos bizarreries, avec nos forces, avec nos faiblesses, en sachant qu'en fait, il n'y a jamais rien de gravé dans la pierre, que tout peut se réécrire tout le temps, qu'il y a plein de choses qui peuvent changer, évoluer dans la vie, et que la vie des autres, ce n'est que la vie des autres, en fin de compte, que les gens projettent aussi beaucoup de choses sur nous, leurs propres peurs, leurs propres limites, leurs propres croyances. Quand on a compris ça, on comprend mieux aussi ce qu'on projette sur les autres.
On projette aussi beaucoup de choses. Quand on critique, quand on juge, quand on se croit au-dessus ou en dessous. En tout cas, ce sont nos propres projections, c'est le miroir. Et donc, quand on a compris cette mécanique, finalement, on arrive tout doucement à s'éloigner du regard de l'autre, en sachant qu'il y a des regards bienveillants, il y a des regards malveillants, ça fait partie de la vie, c'est très bien comme ça, il faut de tout dans l'existence, mais que chacun nous apprend quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc, c'est un cheminement, mais je pense que ça commence par aller travailler l'amour de soi. C'est une base. Parce que quand on apprend à s'aimer, dans toutes nos parts, parce qu'on ne va pas s'en cacher, hein, on a des trucs chouettes, on a des trucs magnifiques, mais on a aussi des trucs dont on n'est pas très fier. Mais quand on apprend à regarder tout, et de se dire, bah voilà, au moins j'ai regardé, au moins j'ai vu que j'ai fait de la merde. Voilà, je rectifie, je m'excuse si c'est nécessaire. Et puis ben voilà, je vais faire autrement, je vais agir autrement. On arrive à être sans aucun doute plus tolérant envers soi, envers les autres. Et se dire qu'en fin de compte, toutes les personnes qui disent tu vas pas y arriver, t'es trop ci, t'es pas assez ça, c'est peut-être des reflets de leur propre intériorité. Et donc voilà, ça nous fait grandir, quoi qu'il en soit. On fait tous des erreurs, de toute façon, donc... Voilà. Ouais, c'est sûr. Et j'avais une question, ça c'est ma dernière question, par rapport du coup à ta profession. Ouais. Quel type d'entrepreneur arrive dans ton bureau? Quel type de problème ils rencontrent majoritairement et ce qu'ils aimeraient du coup résoudre par rapport à ce problème? Alors, en type d'entrepreneur, franchement, j'ai de tout. Alors, moi, j'ai pas niche femme ou homme, j'ai des hommes et des femmes. J'ai des personnes, des coachs sportifs, j'ai des chefs d'entreprise dans tout domaine. J'ai des instituteurs, institutrices, profs, infirmiers dans le domaine médical, des médecins, des psychologues aussi. Ah bah oui, comme quoi, vous voyez. Je réfléchis par rapport à tous les métiers que j'ai déjà eus, vraiment de toutes sortes. C'est vraiment varié. Les problématiques, souvent, c'est le sentiment d'illégitimité, souvent. Le syndrome de l'imposteur, souvent. On en revient à ce qu'on disait juste avant. Des problèmes de confiance en soi. Des problèmes vraiment de décalage où les gens voient leurs atypies comme un obstacle plus que comme un tremplin. Donc dans ce sentiment de décalage, on se sent toujours soit en opposition avec les autres, soit toujours en rébellion, soit toujours en colère, vous voyez, mal dans sa peau, pas en connexion, en fait on est en totale déconnexion. J'ai aussi des personnes qui, arrivées à des tournants de leur vie, ne savent plus vraiment qui elles sont. Parce qu'il y a des étapes dans la vie, hein, et plus particulièrement, peut-être, c'est plus marqué dans la vie d'une femme, mais des moments, des tournants dans la vie, dans l'existence, où on est un peu perdu. On ne sait plus trop où on veut aller, on ne sait plus que choisir, comment faire. Comment clarifier les choses, comment planifier les choses aussi. Donc ça, c'est, on va dire, les problématiques les plus récurrentes que j'ai. Et alors, oui, et il y a des personnes qui me consultent parce que je pratique notamment des tests de connaissance de la haute sensibilité pour que les personnes puissent apprivoiser leur sensibilité. Et donc, c'est vraiment des gens qui veulent vraiment se connaître, et savoir, tiens, ça c'est normal, comment est-ce que je peux utiliser ça, comment je peux y remédier si on peut y remédier, comment je peux bien le vivre. Et donc des moments où on se dit qui je suis, où je vais, et voilà, où je me place dans le monde, où est-ce que je vais remettre du sens à mon existence.
Et donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, bien joué. Ouais, de fou, c'est gentil, merci. Mais, avant de te donner la dernière question, je voulais te remercier en tout cas d'être venu et de nous avoir Merci partagé à ton vous. expérience. Merci à vous. C'était Avec plaisir, super. avec C'était plaisir. vraiment chouette. Et notre dernière question, du coup, c'est le petit conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le coaching, par exemple. Si t'as peur, vas-y. Si ça vient animer quelque chose en toi, que tu sens que ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de toi, et qu'en même temps, dans cette connexion à toi, tu trouves que ça te permettrait de connecter avec les autres, d'aller apporter quelque chose de neuf, un regard neuf, une capacité neuve, un nouvel apprentissage, peu importe, un nouvel outil pour les autres, et qu'en plus tu sens que tu contribues à un monde que tu désires plus innovant, meilleur, intéressant, passionnant, eh bien, vas-y, surtout. Fais-toi accompagner. Si tu en as besoin, si tu sens que tu es bloqué, n'hésite pas, parce que en fin de compte, la vulnérabilité, c'est sans aucun doute la plus grande force de l'être humain. Ouais, Sur ces belles paroles, ouais, c'est ça. nous allons conclure ici. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, je me répète un peu comme dans l'introduction, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller suivre l'Instagram du coup de notre invitée et voir ce qu'elle fait. Si vous avez besoin d'être accompagné aussi, n'hésitez pas. Tu peux nous dire peut-être où est ton cabinet pour que les gens puissent te retrouver s'ils ont besoin. Alors mon cabinet est dans la ville de Binche, à Bré, tout près de Mons, à une dizaine de kilomètres de Mons, où je reçois chez moi, ou alors je peux aussi recevoir en distanciel, mais je préfère quand même toujours le contact humain, clairement. Magnifique, merci à vous encore une fois et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu. Ciao. Salut. Salut.